Le soleil se lève sur les arbres, les marécages et la végétation foisonnante de la péninsule de Yucatan. Nous sommes il y a 66 millions d'années, les derniers jours de l'ère mésozoïque. Ce monde pacifique ne sait pas encore qu'un astéroïde de la taille d'une montagne se rapproche de la Terre à une vitesse de plus de 60 000 km/h. On dirait une boule de feu qui grossit de plus en plus à chaque minute. Bientôt, elle semble plus grosse que le Soleil. Les dinosaures qui vivent alors sur Terre ne se doutent pas qu'ils doivent fuir afin de se mettre à l'abri. Même si, à vrai dire, cela ne les aiderait en rien. L'astéroïde s'écrase sur Terre avec une puissance énorme. Il continue sa trajectoire à l'intérieur de la croûte terrestre, s'enfonçant de plusieurs kilomètres. L'impact laisse un cratère de plus de 160 km de diamètre. Des milliers de kilomètres cubes de roches se transforment instantanément en vapeur. Cette collision déclenche une série de catastrophes naturelles qui effacent 80% de la vie sur Terre. C'est cet astéroïde qui met un terme à l'ère des dinosaures. Toutes les créatures assez proches pour voir l'impact ne survivent pas plus de quelques secondes. Aux alentours du point d'impact, le sol est recouvert de milliers de centaines de mètres de cendres chaudes, de gravats et autres débris. 9 secondes plus tard, tout ce qui se trouvait à des kilomètres à la ronde, herbes, arbres et arbustes s'enflamment. Ce qui n'est pas calciné dans les minutes suivant la collision est vite noyé. À certains endroits, les vagues de tsunami atteignent plus de 300 mètres de haut. Des séismes commencent à secouer la Terre comme jamais auparavant. Leur puissance est équivalente à tous ceux connus par la planète au cours des 2 siècles précédents, comme s'ils se déclenchaient tous simultanément. Un peu moins d'1 heure après la collision, une rafale de vent traverse la zone à plus de 900 km/h. Elle balaye tout ce qui est resté sur place et disperse les débris sur des kilomètres. Un peu plus loin de la zone d'impact, le ciel s'assombrit terriblement. Ce qui ressemble à des étoiles filantes est en réalité des débris de cet astéroïde qui pleuvent sur la planète. En pénétrant dans l'atmosphère, ils brillent et émettent un rayonnement infrarouge. Dans les premières heures suivant la collision, le ciel devient totalement noir. Il va s'éclaircir très lentement. Pendant les 2 années qui suivent, il ressemblera à quelque chose entre un jour nuageux et le crépuscule. Beaucoup de plantes ne survivent pas à l'absence de lumière du soleil. Des cendres restent en suspension dans l'air pendant des mois. Donc lorsqu'il pleut, l'eau est extrêmement acide. Les incendies continuent de faire rage. Pendant un certain temps, ils produisent des tonnes de toxines qui détruisent la couche d'ozone. La Terre connaît alors l'une de ses époques les plus difficiles. Plus de 30 000 objets tournant actuellement autour de la Terre pourraient s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont des vestiges restant d'après la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Si l'un de ces objets frappait notre planète, les conséquences seraient imprévisibles. Elles peuvent aller du simple bris de vitre à l'anéantissement de toute forme de vie sur la Terre. Malheureusement, dans notre cas, il est plus probable que ce soit la deuxième option qui prévale. En 2004, les astronomes ont découvert un énorme astéroïde proche de la Terre. Les premières observations ont permis d'estimer que la probabilité de risque qu'il frappe notre planète s'élevait à un peu moins de 3%. Cet astéroïde a été nommé Apophis. Il mesure plus de 300 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il est censé traverser notre ciel le vendredi 13 avril 2029. Quelle ironie! Normalement, Apophis passera à environ 30 000 km de la surface de la Terre. Les scientifiques sont quasiment sûrs qu'il n'entrera pas en collision avec notre planète. Ils sont aussi très excités par la possibilité de pouvoir observer ce corps céleste de si près. Et pas seulement eux. Près de 2 milliards de personnes pourront voir l'astéroïde à l'œil nu. Mais même si ce gros caillou évite notre planète en 2029, il reviendra 7 ans plus tard en 2036. Et c'est à ce moment-là que la vie telle que nous la connaissons pourrait prendre fin. L'attraction gravitationnelle de la Terre est susceptible de le faire passer plus près, et lorsqu'il repassera près de 10 ans plus tard, sa trajectoire se rapproche de la collision. Alors, que se passerait-il si Apophis ou un autre astéroïde de cette taille s'écrasait sur la Terre ? Il percuterait notre planète à plus de 1600 km/h. En raison de sa taille énorme, la friction de l'air ne pourrait même pas le ralentir.
c'est la croûte terrestre qui l'arrêterait. L'impact transformerait instantanément en vapeur non seulement l'astéroïde lui-même, mais aussi un énorme morceau de la croûte terrestre. Une telle collision raserait tout, même les immeubles en béton armé situés à plusieurs kilomètres du cratère. Si l'astéroïde s'écrasait dans l'océan, des vagues de plusieurs centaines de mètres de hauteur se créeraient et balayeraient les côtes avoisinantes. Certains débris seraient propulsés tellement loin qu'ils quitteraient l'atmosphère pour se mettre en orbite autour de la Terre, mais la plupart d'entre eux finiraient par retomber, en réchauffant l'atmosphère jusqu'à ce qu'elle devienne aussi brûlante qu'un four. Les feux de forêt se propageraient partout dans le monde et tout ce qui ne serait pas abrité sous terre serait carbonisé en un rien de temps. Ensuite, pendant au moins 1 an, la Terre aurait la même apparence que lorsqu'elle a été frappée par l'astéroïde il y a plus de 60 millions d'années. Cendres, poussière, plus de lumière du soleil, un endroit lugubre. Au fait, en 2015, les astronomes ont remarqué un astéroïde mesurant près de 400 mètres de large, à peine 3 semaines avant qu'il ne frôle notre planète de façon alarmante. Si sa trajectoire avait été légèrement différente, personne n'aurait eu le temps d'empêcher la collision ou de se sauver. Mais est-ce que cela signifie que si un tel monstre se dirigeait vers la Terre, nous serions tous condamnés ? Pas d'inquiétude, on aurait encore une chance de s'en tirer. Premièrement, nous pourrions utiliser un vaisseau spatial pour faire dévier cet objet de sa trajectoire, ou même le réduire en morceaux. Les scientifiques pourraient aussi le ralentir en concentrant des rayons de soleil sur lui. On pourrait également tenter de le dévier grâce à un tracteur gravitationnel. Théoriquement, c'est un engin spatial qui pourrait dévier d'autres objets dans l'espace sans les toucher. Dans les films de science-fiction, d'énormes astéroïdes menacent souvent la Terre en prenant les astronomes par surprise. Ils foncent vers notre planète à une vitesse fulgurante et sont découverts à peine quelques semaines, voire quelques jours avant l'impact. En réalité, les scientifiques observent en permanence tous les objets plus ou moins grands qui se trouvent aux alentours de notre planète. Cela signifie qu'ils auraient largement le temps d'agir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient mettre en place à court terme. Celle de type 0 consiste à précipiter un lourd vaisseau spatial vers la météore avec un seul but, le faire dévier de sa trajectoire. Dans ce cas, les astronomes devraient se fier aux informations déjà disponibles. La mission de type 1 impliquerait un éclaireur qui serait envoyé vers cette menace afin d'obtenir des informations plus précises sur elle. Ce n'est qu'ensuite que le vaisseau principal serait lancé. Avec des informations plus précises, le résultat obtenu serait beaucoup plus productif. Et si les scientifiques choisissaient la mission de type 2, ils enverraient en même temps un éclaireur et un petit vaisseau spatial. Le vaisseau spatial ferait légèrement dévier l'astéroïde de sa trajectoire, puis l'éclaireur recueillerait toutes les informations nécessaires. En se basant sur ces données, le vaisseau principal terminerait le travail avec une seconde poussée plus précise. Si aucune de ces méthodes ne fonctionnait, nous pourrions essayer d'aller nous réfugier dans les profondeurs de la Terre ou de construire des abris au fond de l'océan. Mais il faudrait trouver des sources d'énergie pour nous aider à survivre pendant plusieurs décennies. En plus, il faudrait créer un système de survie pouvant maintenir la fraîcheur de l'air et de l'eau. Une autre option, qui ne semble pas encore réaliste, consiste à aller dans l'espace. Mais il ne peut s'agir d'une orbite terrestre basse, qui correspond à environ 1900 km d'altitude, car les débris qui s'envoleraient pourraient facilement atteindre aussi cette hauteur. Cela laisserait donc 2 options, la Lune ou Mars. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons aucune idée de la manière d'établir une colonie spatiale autonome. Et il ne reste pas beaucoup de temps pour le découvrir.